Ok, merci. J'ai quand même lancé évidemment un petit PPT qui était prévu. Alors, désactiver le partage d'écran, je veux bien. Comme le réactive, ce sera plus facile. Alors, je n'ai pas le partage d'écran, j'ai bien le partage d'écran. Ok. Je te laisse. Ok. Bonjour à tous, je suis Mathieu Renard et je vais vous présenter donc, la première partie de cette présentation qui sera donc un petit rétexte. On a suivi un peu les éléments qui étaient indiqués dans le mail. On ne savait pas trop comment présenter ça. Donc on s'est dit que comme ça, on serait à peu près pertinent avec un peu de chance. Voilà. Stop, merci. Voilà, donc le plan, ça va suivre ce qui était indiqué dans le mail, comme je disais, de façon assez basique. Comme ça a été dit, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me dérange pas du tout. Si vous avez des questions ou des remarques, pas de souci. Donc là, voilà, on va vous présenter un petit peu les éléments relatifs à la méthode. Alors moi, du coup, je vous fais un peu mon retour d'expérience de l'utilisation de la méthode. Donc sachant que moi, je fais donc des analyses de risque utilisant la méthode et d'autres analyses de risque avec des méthodes un peu plus traditionnelles, on va dire, qui sont plus basées directement un peu calquées sur la 27005 et qui n'ont pas encore intégré d'éléments EBIOS Risk Manager. Donc voilà, je fais un peu part de mon ressenti vis-à-vis de l'utilisation de la méthode et des petits points. J'ai des petits points comme ça que je soulève, des axes d'amélioration je vois par exemple pour la méthode aussi. Voilà. Donc le premier point que je trouve moi personnellement très intéressant, c'est l'aspect collaboratif de la méthode. Euh, alors je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'habitude de faire pas mal d'analyses de risque sur une base purement documentaire, notamment. Donc on a typiquement des dossiers d'architecture et puis on se base dessus pour faire nos analyses de risque. L'aspect collaboratif, donc on fonctionne en atelier en discutant avec les métiers plutôt qu'en regardant juste des documents. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce dialogue déjà parce que d'un certain côté, parfois on a un peu des doutes sur ce qui est écrit, si jamais c'est vraiment ce que les projets ont prévu de faire ou pas. Disons que rien que le fait de discuter un peu avec les projets, ça permet souvent d'avoir une vision peut-être un peu plus vraie de leur ressenti et de ce qu'ils ont prévu. Euh, donc d'être un petit peu plus Mathieu, pertinent pour évaluer le niveau de risque. Oui. sans révéler trop d'informations confidentielles, quel est le genre de secteur d'activité sur lequel tu as pu exercer ta prestation? Bancaire, principalement, si ça répond à la question. Ouais, c'est ça, c'est bancaire, banque de détail, chambre de Ouais. compensation, banque privée, Banque institution. généraliste. D'accord, Banque banque généraliste. tout Ok. ça. Ouais. Tout ça. Alors clairement, là, Mathieu intervient aussi dans des groupes. Alors, c'est pas Mathieu, mais c'est d'autres où on a le même constat. En gros, moi, je ferai un peu les différences aujourd'hui. Effectivement, en groupe, de façon globale, qui ont l'obligation d'utiliser avant EBIOS, ou les autres qui utilisent la 27005. Donc, nous, on intervient plutôt sur des grands groupes qui utilisaient EBIOS en fait de façon globale. Donc, ça peut être effectivement des groupes bancaires, mais des groupes industriels ou pseudo. Donc, ça, Mathieu en fait moins, mais de façon globale, c'est les mêmes constats. En gros, c'est tous ceux qui font la 27005. D'accord. Et ce type d'analyse de risque est essentiellement motivé par plutôt de la compliance ou plutôt de l'action proactive cyber? Ouais, c'est un peu ça justement le principe. C'est ce que je crois que j'ai mis quelque part. Ouais, voilà, le troisième point l'indique. Ouais, c'est plus qu'en fait, ça fait partie du processus projet. Et donc les gens veulent juste un tampon sécurité, quoi, grosso modo. Et, euh, et du coup, ouais, l'aspect collaboratif, justement, je trouve qu'il est assez intéressant là-dessus aussi, c'est que ça implique vraiment plus les projets dans la sécurité. Ça leur montre que c'est pas juste, on n'est pas juste les gens qui viennent les empêcher de travailler.
et que non, on essaie juste de faire en sorte que leur projet se déroule bien et que d'un point de vue sécurité, il n'y ait pas d'impact sur la production, sur le reste du SI, etc., quoi. Si ça répond à la question. Oui, très très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur l'aspect collaboratif. Alors je ne sais pas si j'ai écrit des points un peu pour guider, pour le cas où si on vous enverrait les slides que ça puisse servir aux gens qui voudraient avoir juste lire un petit peu ce qui a été dit. Voilà, donc j'ai mis aussi, ça permet ça permet même, c'est sûr, d'avoir une prise en compte un peu plus rapide des évolutions, puisque la mise à jour des documents, souvent, ça traîne un petit peu, etc. Donc là, comme c'est juste généralement à travers des ateliers avec des réunions, les gens, il suffit qu'ils disent oui, finalement, on va faire ça. Voilà, là, on adapte directement l'étude. Donc voilà, ça fait il y a un aspect, on va dire, un peu plus. Christophe, on n'est plus sur la présentation. Ou tu veux changer une slide? Donc on est plus sur un modèle un peu, on va dire, agile. Quelque part, la méthode s'intègre bien dans une méthode agile, je pense. Plus qu'une méthode un peu plus classique, à mon avis. Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect collaboratif que je trouve personnellement plutôt intéressant, que j'apprécie pas mal. Le deuxième point que je trouve plutôt intéressant dans la méthode aussi, c'est la pyramide de management du risque. Parce qu'en fait, nous, typiquement, ça nous arrive quand on va voir des boîtes un petit peu, donc pas des grosses boîtes en général, plutôt des petites boîtes, des petites industries, ce genre de choses, qui ont un niveau très faible, on va dire, en termes de maturité cyber. Très clairement, ils nous demandent une analyse de risque, ce genre de choses, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens de leur faire une analyse de risque, quoi. Et la méthode, disons qu'elle permet de bien justifier le fait qu'on va leur dire non, mais faites pas une analyse de risque, déjà regardez le guide d'hygiène et essayez de vous conformer un minimum au guide d'hygiène avant de passer à l'étape analyse des risques, qui de toute façon ressortirait que uniquement enfin, un tas de risques qui seraient de toute façon très élevés puisque leur niveau de maturité est très faible. Donc voilà, l'intégration de cette approche par conformité aussi, je la trouve moi plutôt intéressante aussi. Alors, Voilà. pour même repréciser, alors effectivement, c'est notre autre cible, hein, on va dire des PME. Souvent, les PME arrivent en nous disant, faites-nous un audit. Et en fait, même avant l'analyse de risque. Et clairement, la remarque est d'abord avant tout de dire, avant de faire un audit, essayons d'abord de savoir sur quoi on va faire l'audit. Donc cette démarche, effectivement, par le risque et effectivement plus par la conformité est encore supérieure. Mais les clients arrivent en disant juste, on veut un audit, quoi. Non, ça n'a pas de sens. Ouais. On fait l'audit sur quoi? On a encore pas mal d'éducation de marché devant nous, quoi. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Christophe. Merci. Donc, troisième point que j'ai relevé et que moi je trouve plutôt pertinent, c'est donc l'utilisation d'événements redoutés plutôt que de niveau DIC. Donc ça, c'est un point. Alors, je suis aussi formateur à la méthode. Et ça, c'est quelque chose que certains ont du mal à lâcher, on va dire, cette histoire d'avoir des niveaux de DICT, DIC. Euh, il y a des réfractaires à l'utilisation de simplement un niveau de gravité, on va dire, sur des événements redoutés. Moi, je trouve ça personnellement plutôt pertinent. Parce qu'on voit souvent, justement, comme je disais, nous on travaille beaucoup sur base documentaire, et souvent on voit des niveaux de DIC qui ne correspondent pas du tout en fait à ce que nous on attend en tant qu'analyste quelque part, parce que en fait les métiers, les MOA qui écrivent les documents ne savent pas toujours exactement ce qu'on attend en termes de niveau de DIC. C'est-à-dire que ça nous arrive de lire par exemple que là, en fait, on a un certain niveau sur de la traçabilité, par exemple, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on ne sait pas faire plus. Alors qu'en fait, il leur faudrait le niveau au-dessus, parce que réglementairement, ils doivent faire de la traçabilité, par exemple, ils doivent avoir des traces, mais ils nous disent, en fait, ils demandent un niveau inférieur parce qu'ils ne savent pas actuellement faire le niveau qu'ils devraient avoir. Donc en fait, ils ne comprennent pas vraiment que c'est un besoin qu'on leur demande, mais ils pensent que c'est un niveau qu'eux, ils sont capables de fournir au moment où ils rédigent le document. Donc voilà, les niveaux, nous, très souvent, sont faux. On est obligé de leur demander de les reprendre,
parce que bon, comme on connaît bien le secteur, etc., on voit généralement qu'ils sont faux, donc heureusement quelque part, mais voilà. Et je pense que l'utilisation d'événements redoutés plutôt que de niveau de lycée, ça permet d'éviter un peu cet écueil, parce que là, on fait bien les métiers comprennent bien en fait qu'on leur demande d'évaluer la gravité en fait d'un impact, des impacts que ça pourrait avoir s'il y avait une atteinte sur le critère en question, quoi. Euh, voilà, donc ça c'était un petit point aussi que je trouvais plutôt intéressant dans la méthode. Quatrième point, Les si métriques vous avez de des remarques. gravité, Oui. sur métriques de gravité dans le secteur bancaire, vous avez plutôt des métriques très claires en matière d'impact, ou en matière de pénalité, ou en matière de perte d'exploitation. C'est un métier qui vous a offert beaucoup de visibilité en la matière? Euh, Alors, alors actuellement, nous, ils utilisent plutôt enfin, du coup, ils n'utilisent pas encore, ils font pas de BIOS Risk Manager actuellement. Principalement, je suis plutôt, pour le secteur bancaire, en tout cas, on est plutôt encore sur un truc qui ressemble à de la 25005. Donc, eux, ils ont des échelles pour chaque critère, en fait, des ICT, qui sont bien définies et que, bah, finalement, nous, on connaît plutôt bien, enfin, on arrive assez bien à évaluer, du moins quand on voit les données, les services qui sont demandés, on arrive généralement bien à savoir ce qui est attendu. Donc, on aide un peu les projets à les réévaluer en général là-dessus quand ils se trompent. La question Mais portait sur l'échelle de gravité, c'est-à-dire ouais. Ah oui, pardon, oui. le niveau 1, c'est Bah, 100 000 euros, le niveau 2, c'est 300 000, le niveau 3, c'est 500 000. Est-ce que vous avez alors, ouais. des seuils clairs, en fait? Alors, il y a des seuils clairs sur effectivement, sur certains impacts. Typiquement, l'impact financier, il y a cette échelle qui existe, comme vous venez de dire. Alors, les valeurs, je ne les ai plus, on les a Ouais, dans ouais, les grilles d'évaluation. peu Mais, importe, peu importe les seuils. L'intérêt, c'est de savoir si dans ouais, ce ouais. métier, le métier a une idée suffisamment précise de ces seuils pour vous les confier dès le début de l'analyse, en fait. Alors, en fait, les seuils sont fixés par la méthodologie de l'analyse des risques, en réalité. Mais en fait, ce qui est un peu plus flou, on va dire, dans la méthode, c'est un peu que justement, on a des échelles par impact en réalité, du coup. Et à la fin, il faut essayer de ramener ça à un niveau de gravité quelque part. Et, et le fait voilà, d'agréger ça en un seul niveau de gravité, ça, j'avoue que généralement, nous, on fait ça un petit peu. En fait, généralement, ce qu'on fait plus, nous, c'est dire bah, sur tel critère, si jamais il demande en fait un niveau 3, on va mettre un niveau 3 en gravité, quoi. On va même pas. Alors normalement, effectivement, le niveau, il a dû être regardé au niveau des impacts, mais je pense pas que les métiers le fassent trop. Et nous, on le fait plutôt un petit peu au feeling parce qu'on a l'habitude, puis ça fait un moment qu'on bosse pour ces groupes-là, mais les échelles existent. Est-ce qu'elles sont utilisées? Je pense à moitié, en fait. C'est un peu ça. La grande difficulté, elle est là, hein. C'est pas parce que les échelles existent que c'est appliqué. Et je dirais que ça, c'est le problème dans toute méthode, notamment toute méthode dans tout grand groupe. À partir du moment où les méthodes, enfin, pour rappel, hein, c'est la MOA qui doit fixer les DICT en règle générale, hein. C'est la MOA qui doit fixer. Et toute la difficulté lorsqu'on est dans une grosse structure, c'est d'arriver à avoir la MOA réelle. Et en plus, la MOA, souvent, on a un petit budget. Et ces petites MOA, ce sont des MOA séparés qui n'ont pas toujours cette vision du risque, en fait. Et ça peut être une des limites, mais ça, je dirais, l'analyse de risque, c'est d'arriver à avoir des MOA pertinentes en termes de vision. C'est plutôt ça qui peut, dans ces cas-là, à partir de ce moment-là, vraiment dire effectivement risque de perdre un temps d'argent et arriver à faire les niveaux de risque, les niveaux d'impact et de gravité, en fait. Et ça, Ouais. pour moi, c'est plus lié au fait de la maturité de l'entreprise qu'autre chose. Et clairement, effectivement, c'est une chose lorsqu'on est sur des structures qui sont plus petites. On arrive à avoir vraiment des gens qui ont une vision en fait du vrai impact financier en fait derrière, avec des vraies grilles dans ces cas-là. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour la partie gravité, DICT, etc. Euh, Ensuite, le point que je trouve aussi un autre point intéressant de la méthode pour moi, enfin, c'est tout simplement le fait d'avoir des ateliers qu'on fait séquentiellement. Euh, Parce que
Alors moi, j'en ai pas trop vu parce que j'avoue que j'ai pas trop fait des BIOS 2010, mais j'ai entendu dire que pas mal de personnes qui faisaient des analyses de risque avec la méthode des BIOS 2010 avaient une tendance à faire une approche un peu bottom-up, donc c'est-à-dire en partant de leur cartographie, voir les vulnérabilités qui existaient sur les actifs supports et puis en déduire des risques. Là où en fait c'est probablement plus intéressant en fait d'avoir plutôt une approche top-down en partant bien du métier pour voir un petit peu enfin, parce que c'est ce qui va vraiment importer du point de vue de l'entreprise en général. Et donc, voilà, cette approche top-down, c'est vraiment ce que permet pour moi d'imposer quelque part un peu le fait d'avoir une démarche en atelier séquentiel, puisque ben, les 3 premiers ateliers sont purement métiers, en fait, et qu'on aborde la partie technique avec des biens supports uniquement dans l'atelier 4, finalement. Donc, c'est-à-dire assez tard dans la méthode et dans un seul atelier en plus. Donc on a vraiment une vision métier avant tout dans la méthode et c'est à mon avis quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité c'est plus ça que servent les analyses de risque normalement. Donc voilà, donc la démarche en atelier séquentiel, moi je la trouve plutôt adéquate aussi. Ça permet en plus comme ça de faire en sorte que les gens puissent suivre un petit peu la méthode un peu plus facilement aussi, la mise en œuvre des ARS, elle est facilitée également. Tout ça, et il y a un autre point là-dessus que moi je trouve intéressant, c'est que avec cette démarche en atelier, on a aussi en fait une vision des risques un peu selon différents points de vue en fait. Donc avec les scénarios stratégiques, les scénarios opérationnels, les scénarios de risque à la fin. Et c'est vrai que moi, quand je fais des risques sur des méthodes un peu plus classiques, le niveau de granularité que je dois adopter, je ne sais pas toujours en fait lequel prendre. Par exemple, est-ce que je fais 2 risques si j'ai en gros mon scénario stratégique, mais avec différents scénarios, modes opératoires techniques, par exemple divulgation par un admin ou divulgation par un utilisateur. Est-ce que je fais 2 scénarios ou est-ce que j'en fais un seul? Bah ça, souvent, les méthodologies ne sont pas forcément hyper claires là-dessus sur quelle vision adopter. Est-ce que je fais un seul risque en disant bah, c'est juste une vision métier ou est-ce que j'essaye d'avoir une vision opérationnelle un petit peu en plus en indiquant par exemple qui est source de risque, enfin, ou où est la vulnérabilité explicitement, etc. Donc ça, c'est donc voilà, le fait d'avoir cette démarche en plus en atelier avec les différentes visions de risque, moi je trouve ça intéressant aussi parce que ça permet aux gens qui veulent avoir une vision métier de regarder uniquement l'atelier 3 potentiellement. Si c'est que ça qui les intéresse, ils n'ont pas besoin forcément d'aller regarder les détails techniques de l'atelier 4. Donc voilà. Donc ça c'est pour la démarche en atelier séquentielle, l'approche que je trouve assez intéressante également. Alors après, quelques points qui pourraient être améliorés d'après moi dans le guide en tout cas, hein, c'est que le socle de sécurité dans le guide il est souvent assez mal compris, je pense. Du moins, je pense en formation, on voit bien qu'il faut mettre des référentiels de sécurité, mais on ne dit pas exactement comment on gère forcément, enfin la méthode ne définit pas forcément très bien ces aspects-là de gestion du socle de sécurité dans le temps, notamment de savoir s'il faut vraiment faire une analyse d'écart au référentiel, comment on traite les écarts au référentiel, est-ce qu'il faut les traiter, est-ce qu'il faut identifier des risques sur ces écarts potentiellement. Oui, voilà, cet aspect-là, à mon avis, mériterait d'être un petit peu plus détaillé dans le guide, notamment parce que un autre point sur lesquels les gens réagissent très souvent, c'est le fait que qu'est-ce que je fais de tous mes risques qui sont accidentels ou environnementaux? Euh, alors, la réponse que je donne la plupart du temps, c'est que c'est traité par une approche par conformité, donc on a juste des référentiels qui sont censés traiter ces aspects-là. Donc, il faut juste intégrer les référentiels de sécurité et faire l'analyse d'écart et puis potentiellement corriger les écarts. Mais voilà, le truc, c'est est-ce que ça vaut le coup de corriger les écarts? Est-ce que ça serait intéressant de faire une analyse des risques pour vérifier que pour savoir justement si c'est intéressant ou pas de corriger les écarts? Voilà, ces aspects-là, ça peut aussi être intéressant ça pourrait être intéressant qu'ils apparaissent dans le guide ou dans une fiche méthode, peut-être. Je ne sais pas trop pour aider un peu, à mon avis, à la mise en œuvre du socle de sécurité, parce que ce sont des aspects qui ne sont pas toujours très bien compris, en tout cas, j'ai l'impression, par les utilisateurs. Enfin, du moins, en formation, c'est des éléments sur lesquels les gens réagissent très souvent
ce que j'ai eu. Donc voilà. Ça, c'est. Et donc, en formation, comment tu procèdes? Comment tu t'en sors? Bah, voilà, généralement, moi, je réponds à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je dis, bah voilà, normalement, on le gère par cette approche avec le socle par conformité, avec le socle de sécurité. Donc, il faut juste trouver les bons référentiels. Enfin, juste, il faut trouver les bons référentiels, essayer de se mettre en conformité. Mais voilà, après, sinon, sinon, ce que je dis, c'est, on peut toujours avoir une autre, on va dire, une autre méthodologie d'analyse des risques pour traiter justement ces risques-là, en fait. Donc, à partir des écarts, typiquement, faire une analyse des risques là-dessus, bah, on utilise juste une autre méthode et on intègre Risk Manager uniquement dans la partie risque cyber explicite, etc. Mais disons que pour une petite entreprise, ça, c'est probablement quelque chose d'assez lourd à mettre en œuvre, surtout si on n'a pas encore de méthode d'analyse des risques et enfin, d'appréciation des risques. Et du coup, c'est un peu dommage aussi d'un certain point de vue parce que un des intérêts de la méthode Risk Manager, c'est que elle est gratuite, elle est accessible publiquement euh, et elle est facile à mettre en œuvre quelque part, notamment à travers l'outillage qui existe aujourd'hui. Et du coup, même pour des gens qui ne sont pas forcément habitués à faire des risques, etc., faire une analyse des risques, ça devient presque possible. Alors, je pense qu'il faut quand même être un peu accompagné, mais en tout cas, la faire vivre après peut-être une première itération avec un expert, ça devient, à mon avis, possible. Et c'est cet aspect-là, je trouve qu'il manque un peu dans la méthode, voilà, de savoir comment traiter ces risques-là qui intéressent forcément les gens, en tout cas. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent différemment, qui ne voient pas de problème là, mais c'est des retours que moi j'ai souvent entendus, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu. Je crois qu'il y avait un dernier point que je voulais évoquer, mais alors celui-là est un peu. Ouais, alors celui-là, il est un peu. C'est juste des idées que j'ai. C'est juste que j'ai l'impression que. Donc, c'est sur l'intégration des parties prenantes dans les scénarios opérationnels. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est plus l'idée de dire que bah, souvent, une partie prenante. Alors, déjà, souvent, on n'a pas forcément d'informations sur les scénarios opérationnels, comment ils peuvent se dérouler au sein de l'entité de la partie prenante, quelque part. Ce qui veut dire que en fait, la partie prenante, très souvent, moi j'ai l'impression que c'est plus une espèce de boîte noire au niveau du scénario opérationnel, j'entends, et on se dit juste, bah, la partie prenante, elle est compromise, et voilà, il y a pas d'autres éléments qui soient dans le SI, en tout cas de la partie prenante. Et après, c'est plus de regarder quels sont les impacts sur notre SI de la compromission de la partie prenante. Et en fait, mon propos, c'est plus de dire que j'ai un peu l'impression, mais peut-être que vous avez des exemples qui sont différents, justement. Mais j'ai un peu l'impression que, bah, en fait, les scénarios opérationnels qui vont découler d'une compromission d'une partie prenante, ce seront toujours un peu les mêmes parce que bah, la partie prenante, elle va toujours avoir accès un peu aux mêmes éléments du SI, etc. Bon, alors après, c'est sûr que si jamais c'est une partie prenante qui a accès à tout le SI, bon, là, effectivement, on peut dérouler plein de scénarios différents. Mais voilà, si c'est un peu limité, potentiellement, en fait, je veux dire, il y a peut-être une mutualisation possible de l'information plutôt que de refaire plein de scénarios opérationnels qui vont se ressembler, voilà, d'essayer de mutualiser un peu ces aspects-là de compromission d'une partie prenante qui va de toute façon mener généralement un peu aux mêmes éléments, à mon avis, à la fin. Euh, voilà, donc je sais pas, je me disais qu'il y avait peut-être aussi moyen peut-être de réfléchir à cet aspect-là dans une fiche méthode ou quelque chose comme ça. Parce que Mhm. les fiches méthodes, en fait, actuellement, ne montrent pas du tout même comment on fait pour intégrer les parties prenantes dans les scénarios opérationnels. Alors, je pense que c'est plus ou moins dit qu'on peut, c'est modulaire et qu'on peut avoir différentes phases, rentrée, trouvée, etc., qui remènent en fait à une phase rentrée, par exemple, si la partie prenante a un accès au SI. Mais ça s'arrête un peu là. Il y a pas d'exemple de scénario opérationnel qui est donné avec une partie qui exploiterait une partie prenante, par exemple, ce genre de choses. Euh, Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre d'exemple, à mon avis. Euh, Au moment de l'atelier 3, est-ce que tu as été amené à observer chez le client le souhait d'apprécier la maturité cyber de sa partie prenante, d'avoir une espèce de notation qui permet un passage simple vers le facteur de pénétration ou le facteur de dépendance, facteur de cybermaturité ou facteur de mm. confiance. Est-ce que tu as eu déjà ce type de dialogue
avec tes clients? Quel type de dialogue? Je pense que j'ai pas très bien compris. Genre, le C'est- fait d'avoir des difficultés à évaluer ces critères ou... Oui, ou alors le fait d'avoir de l'information disponible déjà Mhm. exploitable pour apprécier les 4 paramètres Mhm. qui Ouais. décrivent une partie prenante dans l'écosystème. Bah, c'est vrai que bah, ça va beaucoup dépendre des clients, mais c'est vrai que la plupart, enfin, moi, de ce que j'ai vu en tout cas en tout cas sur les petites structures, il n'y a pas toujours de pass qui existe. Et puis, les gens savent limite même pas ce que c'est qu'un pass. Donc ils ont souvent très peu d'éléments contractuels, en tout cas en termes de sécurité, qui vont assurer la sécurité. Et, euh, et très souvent, ça se fait plus un peu au feeling, j'ai l'impression, de la personne. Donc, il faut que la personne avec qui on discute connaisse un petit peu la partie prenante. Et moi, très souvent, on m'a dit des choses du genre, ah ouais, non, moi, j'ai été chez eux, bon, ça m'a pas semblé j'avais pas l'impression qu'ils aient un niveau de sécurité très élevé. Et donc, typiquement, l'évaluation de la maturité cyber des parties prenantes, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Bon, sauf bien sûr si on fait appel à des parties prenantes qui sont certifiées, qui ont des certifications, quoi. Mais sinon, s'il n'y a pas de certification, qu'il n'y a pas de clause contractuelle, c'est vrai que la maturité cyber, typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sur lesquels les gens ils y vont beaucoup au doigt mouillé, on va dire, hein. Ah, C'est, je vais même ça, être c'est pire que quelque ça. chose qui Ouais. est. Je vais être pire que ça, c'est que dans les parties prenantes, alors nous, on suit effectivement plutôt on va dire des groupes de taille intermédiaire. Hein. C'est pas les grands groupes par rapport à ça ou les grands groupes de système, mais existants. Dans les tailles intermédiaires, clairement, lorsqu'on parle des parties prenantes, bah ça va pas du tout en fait en termes de connaissance de la maturité. Même effectivement la partie prenante des administrateurs de leur système. Donc là, pour avoir un niveau de maturité, ils ne le connaissent même pas. Donc déjà, l'administrateur de leur système qu'ils ont externalisé, ils n'arrivent pas à maîtriser le niveau ce qui pose quand même problème, parce que c'est des admin systèmes, quoi que ça fait. D'accord. C'est Ouais, intéressant ouais. c'est très très intéressant votre retour d'expérience parce que on pourrait s'imaginer que le secteur bancaire est très très drivé finalement par le réglementaire avec des effets des Mhm. effets boost en maturité et finalement il y a encore un peu de chemin à faire quoi. Alors, Ouais, ouais, sur le spécialement secteur non plus le bancaire, système ils ont bancaire. Hein. des. Le Ouais, système ouais. bancaire, ils n'utilisent pas Helios, en fait, le système bancaire. Et Mm. effectivement, eux, ils ont des passes. Hein. Le système bancaire, on dépasse. Là, on parlait plus effectivement des entreprises Ouais. qui sont hors système, plutôt les grosses PME. Et autres. Le système bancaire, c'est totalement cadré légalement, en fait. Donc, ils avoir des passes. Donc, D'accord, comme très on a bien. dit, de ce qu'il y en a, c'est beaucoup plus en fait les autres, les autres travail, c'est les environnements industriels de grosses PME D'accord. qui eux effectivement n'ont pas enfin, voilà, une Mm. mission d'hébergement, c'est assez Ouais. tentant, assez étrange. Euh, Oui, c'est vrai que je l'ai pas, j'ai oublié de mettre cette partie-là, bon, pour rien. Mais c'est vrai qu'en fait, l'évaluation des parties prenantes, c'est quelque chose qui manque pas mal sur des méthodes, les autres méthodes, je pense, parce que bah, nous, en fait, quand on voit qu'il y a des partenaires, quand on fait des analyses de risque, typiquement, là, je reviens du coup du point de vue bancaire, euh, là, du coup, nous, généralement, on demande le pass. Mais très souvent, en fait, on se rend compte que le pass, bah, il a été signé alors que bah, dedans, il y a la moitié des clauses qui sont juste rejetées. Et puis, bah, mais on nous dit oui, mais bah, c'est des partenaires depuis 10 ans. On ne peut pas vraiment leur demander plus. Enfin, disons que contractuellement, il semblerait que ce soit assez compliqué, par contre, de faire évoluer les choses, justement dans un grand groupe comme ça. En tout cas, euh, donc il y a un peu ces deux aspects. Peut-être ils ont peut-être une meilleure connaissance, mais par contre, ils ont très peu d'emprise, on va dire, Mhm. sur le partenaire, surtout s'il y a un historique, on va dire, avec lui. Donc peut-être ça, c'est quelque chose qui Et est un peu plus limitant, quoi. jusqu'à ce qu'il y ait un ransomware qui les prive complètement d'activité, quoi. Ouais, Bah mais ouais, oui. Ouais. clairement C'est par rapport à ça, hein, la problématique des pas qui effectivement sont une des solutions. Aujourd'hui, pour moi, si ça n'a pas été prévu dans l'initial, c'est tout simplement 20, 30, 40% d'augmentation parce que c'est une renégociation commerciale. Donc, ce qui fait que oui, effectivement,
très bien si c'est un nouveau contrat. Ça, c'est le premier point. Le point que je soulignerais, c'est que les passes, en règle générale, ça représente 5% ou 10% des critères d'appel d'offres, puisque les critères d'obtention d'appel d'offres, en règle générale, c'est quand même des visions métiers. À moins d'avoir effectivement un no-go possible, le fait de pouvoir bloquer un contrat, qui est aujourd'hui possible, hein, dans le cadre, par exemple, de RGPD, on peut arriver à bloquer des contrats si les gens ne respectent vraiment pas le RGPD, donc ça, c'est possible. Par contre, pour toutes les autres, un contrat qui n'a pas été gagné à cause d'un MCS non disponible, quoi. Donc, moi c'est toute la limite pour moi de l'approche par la conformité, l'approche par les contrats, c'est que de toute façon, si l'entreprise est meilleure, vraiment, la Sécu n'a pas son mot à dire. Après, on peut dire ce que l'on veut, hein, sauf si effectivement on va travailler avec un système étatique, type DGA ou autre, où là, effectivement, il y a une contrainte d'homologation et autres, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une. Mais si on n'a pas cette contrainte légale qui est imposée, type RGPD, type DGA, le cas pour moi, voilà, la Sécu, c'est 5% de l'appel d'offres, hein, 5% du critère d'appel d'offres. Mmh. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, ouais, je pense que cette partie, en tout cas, l'évaluation des parties prenantes, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que, alors en général, je pense que dans les petites structures, les gens ont quand même une idée des parties prenantes qui sont un peu menaçantes pour eux avant qu'on fasse l'analyse. J'ai pas souvenir d'avoir eu justement de clients qui a été surpris par le fait qu'une partie prenante finalement soit très critique alors qu'ils pensaient que pas du tout. Donc là-dessus, non, c'est plus sur les aspects métiers justement où souvent ils sont surpris de constater que par exemple que des événements redoutés qu'ils pensaient très importants finalement le sont peut-être pas tant que ça ou ce genre de choses. Mais d'un point de vue sur les parties prenantes, en général, c'est bien de le formaliser, mais j'ai pas l'impression que les gens soient trop surpris des résultats en fait. Mais voilà. Voilà, moi c'était un petit peu, je pense, tout ce que j'avais à dire pour ma partie. Donc c'est Christophe qui va normalement vous présenter la suite. Tout à fait. Alors, élément de réflexe relatif observé de l'usage d'un outil labellisé. Alors, juste pour petit rappel, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas DASIS, en fait, on a créé l'outil dans on va dire un environnement. Alors, DASIS, hein, 2005, n'importe quoi, c'est moi qui fais le slide, en plus, c'est 2003. Et on est globalement. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'air d'avoir l'impression que. Tu as des coupures toutes les 5 secondes. Il y a des drops, ouais. Il y a quelques drops. Okay, alors, si ça refait, j'essaie de faire par téléphone. Oui, donc, globalement, on reconstitue, hein, t'inquiète pas. OK. On est 25 consultants cyber dans l'entreprise. Donc, on est éditeur, hein, notamment effectivement par les solutions labellisées, mais vraiment pas que. Donc, juste pour info, en fait, on a d'autres activités. On est qualifié PASSING depuis 2020. Donc, sur les 4 périmètres. On fait, sur 4 périmètres, sur les 5, on fait des intrusions, configuration, architecture, orga et physique. On est aussi donc expert cyber, hein, pour la réponse à incidence, c'est-à-dire qu'on a effectivement quelques personnes qui viennent, donc la post-mortem, donc c'est aussi assez intéressant. Alors clairement, par rapport à ça, tous ceux qu'on a vu post-mortem, clairement, ils n'étaient pas bons du tout en termes de maturité, c'est-à-dire avant leurs incidents de sécurité. Nous, on a plutôt affaire à des PME, TPE, hein, par rapport à ces incidents experts cyber, on n'est pas pris. Hein. Donc effectivement, on n'a pas affaire au gros. On a aussi la partie formation, en fait. Voilà. Et on a une grosse activité, on a continué à conserver une activité d'intégration, et alors, tout simplement lorsqu'on fait des audits, on parle. Et donc on a une grosse partie effectivement analyse de risque aussi, mais qui est faite. C'est pour ça que clairement on a créé l'outil. Hein. Pour nous, donc les bénéfices, hein, de l'usage d'un outil labellisé, ils sont multiples. Le premier intérêt, effectivement, pour Adasis, c'est bien le fait d'être contacté par des prospects. Hein. Alors, quand on prospect, pour faire globalement des analyses, c'est-à-dire que globalement, lorsqu'une entreprise arrive et me dit bonjour, le produit, si c'est pour l'usage interne, clairement, on leur déconseille en fait tout seul dans l'analyse, sans les aider. Mais souvent, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui nous appellent pour faire des risques. Et accessoirement, comme on a un outil labellisé, ce serait peut-être bien d'avoir une méthode qui soit labellisée.
Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, nous, on avait besoin d'un outil, donc quitte à faire un outil, autant qu'il soit labellisé, et quitte effectivement à faire des analyses de risque, enfin, quitte à vendre, autant qu'il y ait du vrai accompagnement par rapport à ça. C'est-à-dire que clairement, moi, ce que je propose, Mathieu avant, hein, c'est on fait d'abord la première analyse avec vous. En fait, c'est vous, et les suivants, après, vous êtes autonome et vous nous appelez si vous avez besoin de nous. L'idée, c'est pas de faire de l'analyse à tout craint, hein, c'est vraiment pas ça. Par contre, pour moi, donner à juste l'entreprise, juste un outil, enfin, pour moi, ils vont pas l'utiliser, ils vont pas faire l'analyse. L'outil labellisé, quand même, donc les limites, c'est un outil qui est standalone. Donc, clairement, ça va nous limiter aussi la population. Clairement, les grandes structures hein, qui ont besoin d'un risque avec 100 analyses de risque en parallèle, bah, ça va pas du tout être notre cible. Par rapport à l'outil, c'est clairement les TPE, PME. Effectivement, même les PME de 600, 700 personnes, ça sont avec des choses externalisées, donc ça peut clairement effectivement avoir un sens pour eux. Donc, c'est clairement aujourd'hui la cible, les personnes qui nous contactent. Alors pour les clients, l'idée pour les clients est clairement d'avoir un guide d'utilisation très simple à faire, hein, puisqu'en fait l'outil pour nous est totalement créé avec la méthodologie, on verra ça juste après. Donc bah, c'est assez simple pour les clients d'utiliser, je dirais, une fois un exercice qu'on va dire complet réel sur le récit. Il suffit de suivre, puisqu'il y a des ateliers, bah, il suffit de lire la méthode, on a les ateliers et on sait comment faire. Donc c'est l'intérêt pour moi de l'outil labellisé, c'est qu'on est vraiment collé à la méthode. L'autre intérêt, et ça c'est loin d'être négligeable, c'est que, bah, en exemple de sous-traitant de la DGA ou de sous-traitant d'une entreprise quelconque qui est suivie par la DGA, il y a une nécessité d'avoir un reporting qui soit clairement identifiable et qui soit clairement, on va dire, conforme à une méthode. D'avoir un outil labellisé, c'est qu'en face, lorsqu'on livre une analyse de risque, on ne revient pas nous mettre en cause en fait la méthodologie, donc on ne remet absolument pas en cause la forme. Je ne veux pas être méchant, mais bien souvent, lorsqu'on livre une analyse de risque, les personnes qui nous lisent ne sont pas tout et ne savent pas exactement faire les bonnes relectures de toutes les analyses de risque. Donc déjà, on a déjà réussi un grand pas. Un grand pas au niveau de la forme, donc, et effectivement, donc derrière, ça permet plus facilement, effectivement, de vraiment travailler sur les choses importantes qui sont le fond. Et là, on va dire que nous, aujourd'hui, les retours que l'on a par rapport entre guillemets, aux relectures, au travail qu'on a fait pour être TPE, PME, aux industriels qui les suivent, ont toujours été favorables. Parce qu'effectivement, la forme y est. Quand même, on en fait depuis des années. Donc, on n'a eu aucun retour. Et souvent, ce qu'on a eu des entreprises qui avaient fait des analyses de risque un peu tout seuls de leur côté, avec plus ou moins d'aide, mais ils avaient envoyé le rapport et le rapport avait été retoqué. Et les attendus n'étaient pas là, tout simplement. Donc, pour moi, l'un des gros intérêts d'un outil, c'est comment on est certain de passer sur toutes les étapes. Donc, on est certain de la qualité du rendu par rapport aux attentes du client. De l'outil labellisé, alors c'est de permettre de cadrer des personnes qui savent déjà faire des analyses de risque. Alors l'idée, c'est qu'on arrive quand même dans pas mal d'entreprises, on fait des analyses de risque avec souvent des méthodes maison. Et l'outil labellisé, c'est qu'on arrive dans ces cas-là en disant nous, on suit la méthode, on suit l'outil. Et on a, en tant que sachant, une solution qui pourrait être refusée par une personne qui sur l'analyse. Dans ces cas-là, ça permet vraiment d'avoir le discours qui, en plus, c'est vrai, votre méthode, elle est très bien, c'est dans un totalement. Par contre, elle peut être remise en cause. Elle peut être acceptée par un client ou autre. Alors qu'avec la méthode que l'on vous propose, de toute façon, on va la suivre. De toute façon, elle sera conforme. Et puis, même s'il y a des choses d'accord, on s'en fout, c'est la méthode. Donc, ça permet de clore le débat, de savoir si l'outil que propose l'analyse de risque est bien ou pas bien. Il est bien puisqu'il suit la méthode. La méthode évolue, l'outil va évoluer. Mais ça permet de clore le débat de la légitimité en fait de la forme de l'analyse
qui peut être très importante dans le cadre d'une analyse de risque qui est faite dans une structure où ils sont mis en place. Donc, pour moi, c'est quand même l'un des gros intérêts. De toute façon, l'immense intérêt d'un outil labellisé, c'est d'apporter de la confiance. Dans la sécu, l'important, c'est la confiance. Et ben avec ça, je dirais qu'il y a un tampon qui a été fait par l'ANSSI, le produit est labellisé, ça suit le tout. Donc, je dirais qu'après, c'est pas le souci. Mais au moins, en termes de méthodologie, le client est confiant. Alors, pas de questions sur cette partie-là? Non, je crois que le bénéfice est très très clair. Hein. C'est bien quand vous évoquez cadrer toutes les personnes, c'est en fait c'est standardiser un petit peu la pratique d'analyse des personnes que vous rencontrez dans le cadre EBIOS Risk Manager avec un outil qui est labellisé et qui permet de louper aucune étape. Donc ça, c'est un bénéfice ultra clair. OK. Alors, élément en œuvre d'EBIOS Risk Manager dans l'outil. Alors, pour nous, en fait, c'est plus simple, c'est que c'est un outil qu'on a créé ad hoc. Donc, on avait des outils. Alors, clairement, on a d'autres outils pour FASE 5, notamment chez d'autres clients, parce qu'effectivement, les clients qui restent en 27.5. Donc, pour ça, on a des outils spécifiques. Alors, je vais faire court, hein, c'est des outils Excel, mais qui ont l'intérêt d'être en Excel et de pouvoir être exportés en doc. Hein, c'est le grand sujet. Donc, on avait, nous, pour la méthode EBIOS Risk Manager, on a créé un outil spécifique. Et donc, je vais vous le montrer. Si je peux arriver à modifier le partage. Voilà, a priori. Est-ce que vous voyez bien l'outil ARIM? Oui, impeccable. OK. Alors, l'outil, comme je dis, c'est un outil ad hoc qui a été créé, effectivement, qui correspondait un peu à la méthode. Ça va être effectivement facile, puisque mise en œuvre. Vous allez retrouver ici, pour ceux qui connaissent la méthode et qui connaissent les documents, vous allez avoir exactement en fait les 5 ateliers qui sont présents, avec un prisme qui est quand même assez proche de celui de la méthode. On ne s'est pas trop embêté. On n'est pas des graphistes dans la boîte, on est plutôt effectivement des gens qui mais donc on est assez près. Donc, il y a une première partie qui est pour définir le cadre de l'étude. Partie, définir le périmètre métier et technique avec les missions de l'organisme, les valeurs métiers. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est l'exemple de la fabrication de vaccins qui a été repris. Donc, on a un fichier en fait qui permet d'avoir cet exemple directement monté dans l'applicatif avec les valeurs métiers et les biens supports. Alors, juste pour information, nous les biens supports, on aime bien le mettre uniquement au moins 3 ou 4, et pas les mettre là au départ, juste dans la méthodologie en règle générale avec le client. On essaie de ne pas le mettre tout de suite afin de ne pas surcharger, on va dire. On le met après. Il y a donc bien évidemment les événements redoutés qui sont mis en place et l'atelier 1.4 et les socles de sécurité qui sont mis à l'intérieur. Donc clairement, on est sur l'atelier de quelque chose qui est quand même assez proche méthodo. Pareil, la mise en correspondance valeur métier bien support, vous la gérez comment? La mise en correspondance. C'est-à-dire l'inventaire des biens supports qui sont porteurs d'une valeur métier. Comment vous procédez? Vous l'implémentez comment? C'est la colonne, c'est la colonne qui est tout à droite dans le tableau là. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Bien support associé. Ouais, ok, super. Et en dessous, il y a pareil, il y a les valeurs métiers associées dans le truc en bas. D'accord. C'est de la saisie manuelle là ou il n'y a qu'une saisie et après vous faites un agrégat avec une macro? Non, c'est si tu double-cliques, tu peux double-clic sur la colonne là-bas. Vas-y, clique encore. Ouais. En fait, on les définit et après on peut les sélectionner comme ça. Ah, cool. Ok, d'accord. Super. En fait, ça peut étonner effectivement. C'est un peu l'activité où il y a qui ressemble pas trop à la méthode parce que alors il y a une raison. À la base, on a fait quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à la méthode, donc avec le tableau orange-vert, rose-orange-vert, rose-vert-orange.
quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, c'est que dans ce tableau-là, ce qui avait les remontées des clients, ça avait souvent été que en fait, ils voulaient pouvoir associer un bien support à plusieurs valeurs métiers, par exemple, et que ils étaient obligés de la ressaisir à chaque fois. Et puis ça faisait un tableau immense, etc. Donc Hmm. finalement, on est reparti sur quelque chose d'un peu plus classique. Puisque là, en fait, je dis classique parce qu'en fait, tout, vous allez voir dans l'outil, en fait, tout ressemble à ça, à des tableaux de ce genre-là, avec juste les informations qu'il faut pour D'accord. les ateliers en question. Donc voilà. Et C'est pour ça que ça fait. quand tu ajoutes un bien support à ta liste en bas, là, il y a la liste à choix multiples qui se régénère au moment où tu double-cliques sur la colonne bien support du tableau valeur métier. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, c'est ok. mis à jour. Oui, ça se met à jour C'est là, quoi. automatiquement. Ouais, Tac. tout à fait. Ok. Donc là, Tout est simple. j'ajoute un bien support, effectivement, ils apparaissent là et on choisit les valeurs. D'accord. Et ça, c'est mis à jour. Par exemple, si tu rajoutes une valeur métier dans ta liste valeur métier, tac, Ouais. ça se resynthétise, ça se refabrique. Ok. Ouais, ouais, tout à fait. Merci. Donc l'atelier 2, donc bah voilà, les coupes SROV, hein, avec le lien, donc il n'y a pas de, pareil, j'ai pas de grandes remarques à faire par rapport à ça, avec effectivement la perte et même les jolis petits graphes, hein, pour ceux qui connaissent la méthode, on a même pour que ça soit équivalent. Et effectivement, bah là, si on va prendre ceux qu'on va choisir ou pas choisir en double-cliquant dessus, tout simplement, effectivement, là, ça derrière en fait les coupes SROV qui seront retenues ou pas retenues. Voilà. Donc ça permet de. Pourquoi est-ce qu'on a fait tous ces radars, hein? D'abord, un, parce qu'ils sont dans la méthode, et deux, parce qu'effectivement, on va les ressortir derrière. En fait. Donc ça, c'est tout l'intérêt. C'est clairement, donc là, il y a un outil, alors on l'a pas dit, mais c'est un outil qui est en standalone, développé en C, hein, C++. C'est plus. C'est comme Mathieu qui a principalement développé. Donc, Hmm. enfin, c'est aussi lui. Donc, il y a ça. Et effectivement, derrière, donc c'est standalone qui est porté sur a priori, enfin, c'est pas a priori, sur du Windows, sur du Linux, sur du Mac. Et derrière, effectivement, c'est Ouais, autonome, mais on peut le sur ressortir sous Mac, format de. sur Mac, pas vraiment encore, hein. Pas vraiment? Ça, on Mais l'avait fait pour une fois. Linux et Si, si, Windows, on l'a fait une non, fois. Bon, enfin, je sais plus si j'avais réussi à faire. Mais Linux et Windows, oui. Là, c'est pas de problème. Et tu fais appel à des librairies dans ton environnement de développement C++ ou il y a des librairies, par exemple pour la génération graphique, pour la Alors, représentation des objets? ouais. C'est du Qt. En fait, enfin, du coup, l'interface graphique est gérée avec Qt, donc qui est la lib graphique la plus utilisée en C++, je pense. Mhm. Et, en fait, non, tout est généré. Enfin, c'est juste des graphiques que je construis, qui sont construits comme ça à partir des données des tableaux. Très bien. Enfin, donc, stratégique, pareil, avec effectivement, alors si je prends euh, juste un petit exemple, hein, tu peux, Christophe, dans l'atelier 2, là, tu peux retourner sur l'atelier 2 et montrer ça peut être intéressant, la petite molette là en haut à droite, là. La configuration, je vais y arriver. Non, celle du dessus, en violet. là, celle-là. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là, ouais. Voilà, merci. Pour montrer juste que les métriques sont paramétrables, bien sûr. Voilà. Donc là, on a les Alors, échelles. c'est exactement effectivement ce que j'envisageais de faire aussi ici, notamment la Voilà. menace numérique dont on Mm. on en a parlé tout à l'heure, hein, la problématique des dépendances est haute, hein, la menace numérique. Donc on peut s'amuser aussi à tout changer, hein, c'est ça. Voilà, hop, c'est là effectivement. Il y a tout un ensemble de choses que l'on peut modifier. On peut s'amuser à modifier les métriques de cotation. Bon, je te conseille. Il y a des choses qui sont possibles à faire. Clairement, c'est paramétrable et effectivement, on va dire la petite c'est d'être ici avec une petite roue, on peut arriver a priori effectivement à modifier pas mal de petites choses. Voilà, donc ça c'est effectivement on commence effectivement à avoir les problématiques de valeur métier, hein, d'événements redoutés, de coupe SRO, qui permet d'avoir effectivement une stratégie. Et alors, hop, je sais pas sur celui-ci, si dans l'exemple on l'a. Avec les graphes, sinon effectivement on peut aussi construire. C'est que les parties prenantes ne sont pas dessus, là, à droite, dans la colonne de droite de ton tableau. Oui. Ouais. Laquelle tout. Bon. Faut que tu le modifies pour qu'elles soient. Je sais pas pourquoi elles sont pas. Bon. Ah, Double-clic dans la euh, colonne de droite du deuxième tableau. On va y arriver.
Non, la colonne la plus à droite, double-clic dedans, juste sur une ligne. Voilà. Et Ok. rajoute, voilà. Ok. Il Bon. faut que tu rajoutes. Donc voilà, effectivement, avec effectivement des possibilités Modifier, c'est d'avoir pas grave. des graphes, tout à fait. Et effectivement, l'évaluation ici des parties prenantes avec les mesures de sécurité de l'écosystème qui sont prises en compte avec des mesures de valeur initiale et autres qui permettent là, pareil, s'ils sont pris en compte ou pas, avec toujours cette possibilité, effectivement, de savoir lesquelles sont les plus importantes, avec tout un code couleur de fiabilité cyber, d'exposition, avec la grosseur qui va plus ou moins apparaître. C'est-à-dire quelque chose d'assez visuel, même si ça, c'est pour les restites, et que lorsqu'on fait les analyses avec les clients, il y a des points en ça existe, mais clairement, c'est pas ce qui ressort. Ce qui va ressortir, eux, c'est bien les scénarios stratégiques, les couples SROB, c'est vraiment ça qui va effectivement être le plus intéressant pour l'élaboration des scénarios stratégiques. Quand, Ensuite, quand il y a ouais, imaginons que l'étude est terminée, hmm. comment vous procédez à la photo? Est-ce que vous créez un fichier Excel, une version du fichier Excel, et auquel cas, après, pour le cycle suivant, c'est une autre copie du fichier Excel, ou vous avez une philosophie de jeu de données avec jeu numéro 1, c'est l'itération 1, jeu numéro 2, l'itération 2, etc. Alors, par rapport à ça, donc, on verra juste à la fin, parce que sur l'atelier 5, en fait, on peut faire des exports d'à peu près tous les ateliers. On peut le faire tout de suite, c'est juste parce que non. Alors, l'export, ils sont ici. Voilà, on peut exporter les données en fait avec ce que l'on veut en fait. Donc ça permet d'exporter et on peut le faire en PDF, en tableau, en ODS, en docx. Donc ça permet effectivement d'avoir des exports entre guillemets qui soient en 10 ou en 16. Ça permet d'avoir effectivement sport entre guillemets visible. Ça, c'est pour la question, on va dire, aux présentations. Après, pour euh, la partie sauvegarde, ce que l'on peut faire, et on peut faire enfin, ce qui est appelé enregistrer une copie. Donc, en fait, l'étude que vous faites, c'est toujours valide. Donc, c'est un fichier donc, comme police s'appelle ARIM, ça, dans lequel on met. Et si vous faites ici enregistrer une version, en fait, vous allez enregistrer, ouais, ça s'appelle guide ANSI ARIM. Et si je mets comme ça, et hop, je le mets là, 2022, je viens de faire ma sauvegarde. Et il suffit de la réouvrir et ça marchera. Donc, ça permet effectivement de figer en fait les versions et de revenir sur des versions antérieures, de toujours continuer à faire vivre. C'est-à-dire que l'idée, une fois qu'on a le 5.2, on revient effectivement, s'il faut mettre à jour dans le cadre du PAC, c'est donc le PDCA, on repart toujours l'analyse et on fait une nouvelle version en fait. Donc, ça permet de figer les versions et s'il y a l'environnement qui a évolué, s'il y a un nouveau scénario opérationnel, on peut le rajouter comme ça, quoi, tout en gardant du versionning dedans. Et tout en gardant aussi l'histoire de l'évolution du PAX. Très bien. Alors, pour information, il y a aussi une fonctionnalité de versionning qui est proposée dans l'application. Je pense qu'elle est moins fiable. Normalement, j'ai pas trop de problème, mais en fait, le fait de faire une copie du fichier, parce qu'en fait, le truc, c'est que le support de sauvegarde, c'est juste un fichier à plat, finalement, c'est une base de données SQLite. Et donc, pour moi, il n'y a pas de raison de de s'embêter à faire autre chose. C'est, à mon avis, plus simple. L'application propose de faire du versionning à l'intérieur, mais moi, je pense que c'est plus simple de faire juste des enregistrements de fichiers à plat et on gère ces fichiers comme ça. Après, Ça se chacun défend. fait comme Ouais, ouais. Oui, chacun fait comme il souhaite. Ouais. Ouais. Et donc, le versionning, le principe, c'est qu'après, on peut retourner voir les versions en read-only dans l'application, etc. Puis après, pour revenir après vers la version en cours pour modifier. Voilà. En fait, c'est pas surtout que l'interface, du coup, est un peu particulière, donc il faut s'habituer. Alors que juste faire une copie, au moins, c'est plus clair. Tout à fait. Ouais, enfin, Voilà. Mais il y a les possibilités, c'est offert. Après, effectivement, donc, clairement, dans notre usage de l'application, on utilise les enregistrements avec une version à une date donnée. J'avoue que je n'utilise jamais le versionning. Bon, après, c'est aussi une habitude. Ensuite, donc l'atelier 4,
les scénarios opérationnels. Et on a nos jolis graphes avec. Alors là, vous pouvez rajouter un autre niveau parce que ces 4 niveaux ne vous plaisent pas. Vous pouvez effectivement toujours effectivement, en mettre d'autres. Bon, on a gardé les standards, de toute façon, ça c'est le modèle. On peut s'amuser à modifier les flèches et à faire effectivement des graphes, des scénarios opérationnels. Donc derrière, on a effectivement la vraisemblance. Alors il existe la méthode standard et la méthode express. Alors nous, clairement, on utilise plutôt la méthode. Nous, on déconseille. Alors clairement, la méthode avancée, on n'utilise pas. Elle existe, mais compliquée. Et la méthode express, non plus, parce que je pense qu'on perd quand même pas mal d'informations et pas mal de possibilités. Bon, les trois sont possibles. Pour te dire, on utilise quasiment tout le temps moi, j'utilise tout le temps la méthode standard. Et enfin, l'atelier 5 à la fin, avec effectivement les mesures de sécurité qui sont proposées, qui sont prises en compte, avec effectivement les mesures de sécurité de l'écosystème en plus, et les risques résiduels, l'affectation effectivement au risque résiduel des mesures de sécurité, la gravité résiduelle qui existe et la vraisemblance qui sont représentées à la fin. Là, c'est pareil pour les modifier. Il suffit de cliquer dessus a priori, ou voilà, hop, modifier. On peut arriver effectivement à modifier, voilà, on peut rajouter les mesures de sécurité assez facilement, puisque c'est par du clic. La même logique. Est-ce que vous pourriez montrer comment la vraisemblance à l'issue du scénario opérationnel se retrouve dans la vraisemblance du scénario de risque? Mathieu, je n'ai pas compris la question. Moi non plus, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Okay. En fait, la vraisemblance du scénario opérationnel, elle apparaît directement. Elle est où? Donc là, on est sur le résiduel, mais elle doit être plus à gauche ou elle est cachée? Elle doit être cachée, je pense, en fait. Si c'est ça la question. Si tu vas dans la petite roue au-dessus du tableau. Là. Ouais, je pense qu'elle est cachée. En fait, dans la méthode, on a l'atelier 3 qui donne les scénarios stratégiques avec les éléments de gravité, l'atelier 4 qui donne l'implémentation en opérationnel du scénario stratégique et qui donne l'élément de vraisemblance. Comment vous réconciliez les deux valeurs, les deux axes, vraisemblance-gravité, dans un scénario de risque, dans la philosophie de votre outil? C'est fait dans la cartographie initiale qu'on voit en bas, qui est dans l'activité 5.1, non? Je pense que, je sais pas si ça répond à la question. Ouais. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que le ton R01, il est rattaché à un scénario stratégique et à un scénario opérationnel. Oui. Alors, en fait, en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les chemins d'attaque sont les scénarios de risque. Et donc, il y a bien le scénario stratégique, mais il est indiqué dans l'atelier 3. Je le remets. Je ne crois pas qu'il soit remis ici, mais et comment le scénario d'attaque, le scénario d'attaque, il se retrouve comme élément d'entrée du scénario opérationnel, c'est ça? Pour constituer les graphes? Oui, c'est ça. Ouais, si tu vas dans l'atelier 4, s'il te plaît, Christophe. Ok. Donc, en fait, là, les éléments qui s'affichent là dans le scénario opérationnel, en fait, ce sont ceux qui sont définis dans l'atelier 3. D'accord. Ok. Voilà, et on les modifie ici. En réalité, c'est le même objet, mais on affiche juste certaines parties de l'objet dans l'atelier 3, d'autres dans l'atelier 4 et d'autres dans l'atelier 5. Donc le chemin d'attaque est finalement le pivot qui te permet de... D'accord. En fait, l'application considère les chemins d'attaque, les scénarios opérationnels et les scénarios de risque comme étant le même objet. Véritablement. Donc, il y a juste des champs différents qu'on va afficher selon les différents ateliers. Ok, super. Est-ce que tu as une bibliothèque à action élémentaire dans le fichier ou comment tu procèdes pour créer les boîtes ou disposer d'une base de connaissances de boîtes pour le scénario opérationnel? Alors ça, actuellement, il n'y en a pas. Ouais. Alors en fait, c'est un grand sujet, interne qui consiste à dire qu'est-ce qu'on livre en fait avec
avec le RIM de base. Le RIM de base, effectivement, c'est un fichier RIM, donc on peut mettre dedans. On a différents modèles qui sont mis dedans, avec notamment différentes mesures initiales, et clairement, ça dépend du type de client qu'on va. Comme de toute façon, pour nous, l'idée, c'est plutôt d'aider les clients à monter. Ce serait plutôt effectivement de leur dire, soit vous avez le modèle de base qui existe, qui a été fourni par l'ANSSI, qui est celui-ci, donc à la limite, vous pouvez vous en inspirer. On en a quelques autres, effectivement, qui font, mais on a aussi une livraison avec un fichier à plat vide, complètement vide, avec rien du tout dedans, selon ce que veulent les clients. Sinon, pour nous, effectivement, on a un autre fichier sur lequel on a déjà pas mal d'informations qui sont renseignées. Faisons les études, effectivement, avec les clients pour ne pas réinventer le chaud et effectivement avoir les scénarios de base qui sont un peu identiques. L'idée, c'est que si je travaille sur un laboratoire médical, si je travaille sur une entreprise qui travaille pour la DGA, si je travaille pour une entreprise automobile, je n'ai pas toujours non plus exactement les mêmes types, en fait. Même si après, derrière, les problématiques des parties prenantes, les problématiques de malversation interne et autres. En fait, il y a des catégories qui sont intégrées, enfin que nous, du coup, on fournit avec nos templates, dans nos templates. Il y a des catégories de parties prenantes qui existent, d'actions élémentaires dans l'atelier 4, Christ, plutôt. Si tu as dans la configuration là, avec la petite roue jaune là, ouais. Elles sont en haut à droite là. Et bon, ça c'est celles qui sont dans le guide, mais en fait les actions elles-mêmes, moi j'ai jamais été très favorable à ça parce que, mais pour moi j'ai peur que les gens ne contextualisent plus les actions élémentaires si on commence à faire des actions, on va dire un peu génériques. Et que du coup, on ait des scénarios qui soient moins clairs et peut-être moins adaptés à l'environnement, au vrai contexte de l'analyse, quoi. Donc moi, j'avoue que j'ai toujours été assez réticent au fait de mettre des actions voilà, qu'on va... Mais bon, de toute façon, je crois on va devoir le faire bientôt parce qu'on n'aura plus trop le choix. Mais actuellement, il y a juste les catégories d'actions qui sont renseignées, enfin qu'on fournit comme ça, et mais les actions, faut les créer à la main pour chaque scénario. Alors, on a quand même prévu, là, c'est pas encore fait, mais dans une future version très rapidement, là, on pourra cloner quand même des actions d'un scénario à l'autre, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des actions qui peuvent réapparaître dans un scénario opérationnel. Mais bon, moi, je suis plutôt favorable au fait de bien contextualiser les actions et donc de forcer un peu l'analyste, la personne à mettre elle-même ses labels sur les actions. Je crois qu'on va devoir quand même faire un pool d'actions. Ok. Il y a des questions dans l'audience. Ouais. Le chat est calme. N'hésitez pas à intervenir. Très bien. L'audience est très à l'écoute. On peut poursuivre. Il y a un point que tu n'as pas montré, Christophe, je pense, qui est assez intéressant, qu'on a fait. C'est que en fait, on a un export en doc au format Word, en fait, qui est un template, enfin, qui se sert d'un template, ce qui veut dire qu'en fait, on injecte juste les données de l'analyse dans un fichier Word dans lequel il y a des espèces de variables qui sont définies, en fait. C'est comme un public postage. C'est exactement ça, on va dire. Je pense, ouais. Je pense que oui. Ouais. Non, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir tout simplement que les personnes fassent leur template Word avec leur charte graphique à eux, etc. Et derrière, nous, on exporte juste les données de l'analyse dans le document, sachant que c'est exporté. En plus, les tableaux sont vraiment exportés en tableau, donc c'est modifiable même directement dans le fichier Word après, etc. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet de gagner pas mal de temps quand on fait des analyses, honnêtement. Ah oui, ça. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante, je pense. Est-ce qu'on peut voir un exemple de DocX? Alors, j'en ai pas fait là. Donc, est-ce que tu veux que... Moi, je peux, Christophe, si tu veux. Tu peux. Vous avez dû vous amuser à faire les liens avec toutes les variables et tous les signets qui vont bien. Bah ouais, non, parce qu'on... Ouais, enfin oui, on s'est amusé. Ouais, c'était très drôle.
Mais c'est un bon investissement, ça Après, c'est clair. Ouais, très Voilà, clair. alors c'est un investissement, mais c'est clairement ce qui est demandé par les. alors attendez, Bon, je bah, lance ça l'application. c'était l'autre point, mais effectivement, c'est vraiment clairement c'est une demande parce que Ouais. lorsqu'on fait cette présentation, enfin présenter l'outil, présenter l'outil à une direction, je ne crois pas du tout. Et clairement, hein, alors, lorsqu'on fait, c'est comme l'immense intérêt des PME, c'est qu'on a affaire aux dirigeants. Le dirigeant, il a un certain temps, il n'a pas très très longtemps. À la limite, le rapport, il va peut-être le lire le soir. Mais ce qu'il veut effectivement, c'est assez rapide et clairement, le faire ça avec un outil, ça n'a pas de sens en fait. Mhm. Mhm. Est-ce que je Donc, c'est pourrais une avoir les droits de fonctionnalité qu'on a mis dès le partage départ. Mhm. de l'écran, s'il vous plaît? Que je puisse. Ah, pardon. Alors, je sais plus comment on fait ça. C'est Faut mettre en haut. Mathieu, Ouais, ouais. c'est bon. Alors, Mathieu. Alors, les participants. Ah ouais, j'ai pas l'interface qui va bien pour ça. On va voir si je... Alors, il y a une question non, l'outil actuellement, c'est un standalone avec des fichiers à plat qui servent à stocker les données. Donc, l'aspect collaboratif de l'outil, il n'y a pas d'édition simultanée possible ou quoi. Après, Ouais, pour partager le fichier, il faut juste envoyer un fichier. Alors, comme c'est Christophe l'hôte, c'est à ah, pardon. Christophe de transmettre Ah, le bâton, le relais. Attends. d'accord. Partager l'écran. Partage Donc, en avancé. fait, Christophe doit cliquer sur Mathieu sur la liste des participants Ah, ok. et il y Et a la le définir comme possibilité hôte. de donner le rôle d'hôte à Mathieu. J'arrive, je cherche juste Mathieu dans la liste. Mathieu, je l'ai. Voilà. Mathieu, tu dois pouvoir. Ah, ouais. Voilà. Ouais, non, Ok. effectivement, pour l'outil collaboratif, aujourd'hui, c'est un immense intérêt, c'est que c'est un fichier ARIM. Donc ça, c'est. Par contre, clairement, effectivement, le fait d'être 12 à écrire en même temps sur le même produit, ça y est pas. Mais là, c'est parce que comme on a déjà commencé pendant la quatrième partie, on verra effectivement qu'il y a certaines réponses qui vont être apportées à court terme. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Lequel voyez-vous? Vous voyez un fichier Word? oui. on a un template générique. Ok, très bien, excellent. Donc dans l'idée, voilà, l'idée des templates, c'est de mettre des. Voilà, je vais vous montrer plutôt la partie, Mm. mais vous avez vu à quoi ressemblaient les éléments. Donc en Mhm. fait, à chaque fois, pour tous les éléments qu'on a vus dans l'outil, ou presque tous, je pense, il y a en fait la possibilité, il y a un nom qui est donné, et puis derrière, on peut récupérer soit son titre, soit l'objet, donc soit la table, soit le graphique, le object. Et donc en fonction, voilà, il faut juste mettre le nom suivi de title ou suivi de object en fonction de ce qu'on veut mettre à cet endroit-là. Donc je vous montre rapidement le petit truc. Hop. Typiquement ici, les objectifs de l'étude, en fait, si je reste sur le titre, normalement, voilà, ça affiche le nom en réalité. Mhm. Mhm. Vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais, c'est bon. Si, si, on voit bien. Voilà, donc l'objectif, en fait, c'est ce qui va s'afficher là. Donc ça va être le titre qui va s'afficher ici. Et le tableau, bah, ça va être remplacé par, enfin ici, la macro ici, enfin la Ouais. variable va être remplacée par le tableau. Donc je vous montre ça, hop, en direct, en espérant que pas de Ouais, c'est problème. ça, c'est Mathieu. Ah, bah, Mathieu c'est nous fait bien. les choses toujours en direct. Alors, on est Ouais, Toujours, toujours, fan. il Il faut. a totalement confiance. c'est un expert en gestion de risque. Ah non, c'est clair. C'est pas là-dedans que je suis. Tout va On va bien. dire que- Find name, export. Paf. Alors là, je prends mon template, ça a l'air d'être le bon. Donc là, il y a tout dans le template, hein, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Ouais. Et donc maintenant, ce fichier-là, c'est pas bon, avec le client. Et il Vous voyez complète. déjà, on voit que dans le. Et il est provisionné.
Voilà. Ouais, Donc top. voilà, ça a bien remplacé au moins quelques éléments. Et donc comme je vous disais, ça c'est des vrais tableaux derrière. On peut Ouais. modifier, on peut tout modifier le titre, modifier les... Voilà. Donc ça c'est La magie d'Arim. honnêtement, Ouais, c'est la magie du test en live. ouais, Merci Mathieu. c'est honnêtement très pratique. Ouais, c'est top. Ah, On c'est fait indispensable des en fait, analyses. parce que ça permet effectivement même de rediscuter, d'avoir un super. Mais Avant. en fait, vraiment typiquement, le fait de générer les documents derrière, ça devient vraiment très rapide une fois qu'on a fait l'analyse. Donc on peut vraiment se concentrer sur l'analyse et plus passer 2 heures derrière à devoir régler tous les problèmes. Pour le fun, tu peux nous montrer la section chemin d'attaque? Euh, ça va être des graphes un peu. C'est des images du coup qui sont exportées qui seront. Il faut les redimensionner en général. Ouais. Ouais. Par là. Je voulais savoir si Euh, c'était du RAW ou de l'objet vectoriel. non, c'est c'est du C'est du PNG. RAW, ok. Ouais, non, c'est. Ah, j'avoue qu'on. Je pourrais Non, peut-être. c'est ouais. Ouais, non, pour l'instant, Clairement, c'est c'est. du Alors PNG. après, ce qui avait été pas vu là, mais on n'est pas obligé de tout exporter. Simplement, lorsqu'on a aussi l'atelier 1.4 qui est de. Si vous mettez l'atelier 1.4 avec les 42 règles d'hygiène de l'ANSSI plus la PSSI de l'entreprise, Mm. de toute façon, vous avez un document qui font 250 pages. Alors, c'est bien lorsque vous faites un rapport, que vous avez envie de le livrer, voilà, vous montrez que vous avez fait du travail. Ça, Mm. c'est pas mal. Par contre, clairement, gérer le fichier analyse, effectivement, la totalité des points de conformité à votre PSSI, plus la conformité à la 42, plus la conformité à l'II 901, ça devient tout de suite quelque chose qui est beaucoup trop lourd en fait à gérer. C'est possible, bien évidemment, mais par contre, effectivement, on coche dans l'annexe ce qu'on n'aime pas. Mm. Très bien. Oui. Sachant que pour ce type d'export, de toute façon, si les données sont pas. Enfin, s'il n'y a pas la variable qui correspond dans le document, de toute façon, ce sera pas exporté. Mais pour les autres types d'export, effectivement, où il y a pas, c'est pas du templating, du coup, là, on peut choisir. Euh, et Ouais, puis, clairement, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit le fichier Word. Dans ces cas-là, les clients, ils mettent leur joli logo à l'intérieur et c'est bon, quoi. Ils n'ont Ah même ouais. pas besoin de garder Ouais, la c'est top. rime et autres. C'est un fichier Word, en fait, avec 3 macros dedans. Enfin, même Et, pas. Donc, c'est-à-dire que les clients, euh, effectivement, peuvent mettre leur et logo dessus. il faut bien que la prestation soit profitable. Bon, un en tout cas, autre. c'est super. Tu En me tout cas, rends c'est un élément de productivité remarquable. la Ouais, main, très Mathieu, honnêtement, ouais, s'il te plaît? Ouais, ça n'a pas été dit, mais je ne sais pas si les autres outils le font, honnêtement. Mais on peut modifier la formule ici. Voilà, je le dis. Ah, vous êtes C'est trop très... fort, trop Je ne fort. sais pas si c'était possible, si c'est... mais c'est... Bon, ça Ouais. ralentit pas mal l'application Sachant que aussi, la mais... recommandation, c'est pas de la modifier, hein, mais on peut le faire, mais c'est pas de la modifier. Alors, on s'est pas tardé là-dessus, mais juste petit point. Euh, les mesures de sécurité de l'écosystème, c'est des deltas en fait qu'on va appliquer. Voilà, je le dis, je ne sais pas non plus comment les autres, ça, c'était pas imposé par la labellisation en fait. Donc, ça peut intéresser des gens de savoir. En fait, on met des deltas dessus et ça fait ça fait la somme de toutes les mesures avec la valeur initiale pour réévaluer les niveaux, les critères. Mm. Je sais pas si c'est clair. Voilà, je ne sais pas trop comment c'est fait dans les autres outils, mais nous, on a fait comme ça. Alors, make host. Yes. Tu devrais être l'autre, Christophe. Ok, merci. Ouais. Alors, j'essaie de reprendre. Option Bon, d'affichage. Arrêter le partage du participant et le nouveau partage qui est moi. Bon, Partager l'écran. Hop. je vois Alors, qu'Hervé nous suit toujours. Salut Hervé. donc, juste pour revenir sur la partie 4. Ergonomie, comme On, vous l'avez vu, on voit pas applique. ton écran, je crois. Si? Non? Ah, pardon. Moi, je le vois pas. Alors, ouais, Autant pour moi. Et là, Ah, c'est ok, bon? là, c'est bon. ouais, c'est bon. Donc, partie 4, ergonomie, comme vous avez vu, hein, fortement inspiré effectivement de la méthode. Donc, en termes de design, c'est plutôt facilité, on va dire, puisque si les gens suivent la méthode. En gros, si les gens suivent le guide de l'ANSSI, ça nous fait un superbe guide utilisateur. Donc, ça, c'est pas mal.
Mhm. Alors, c'est notamment, pour info, on a une version freemium qui existe. Alors, clairement, ces versions freemium, c'est pour les qui sont hors domaine de la cyber et hors consulting, quoi. C'est-à-dire qu'une personne je suis une TPE de 10 personnes dans un coin, j'ai mon étude à faire, fourni la version. Mhm. Il n'y a pas de, pour nous, il n'y a pas de discussion, entre guillemets, de toute façon, pas le faire, sachant qu'effectivement, euh, pareil pareil pour les étudiants. Les étudiants, pareil, on peut leur fournir une version si effectivement ils font de la cyber, que ça. Par contre, effectivement, l'idée, c'est que si c'est un consultant qui va faire des analyses avec, bah, il y a quand même effectivement un coût de développement qu'il faut essayer de garder quand même. Puis si effectivement, bah, si c'est une PME ou autre, bah, il y a quand même un minimum d'argent à mettre sur la table. Payer de rentabiliser, Mathieu. Toutes les fonctionnalités, c'est celle de la méthode. Hein. Donc, effectivement, bah, si c'est demandé dans la méthode, comme c'est un outil ad hoc, bah, c'est pris en compte et effectivement, rajouter de grandes hautes fonctionnalités. Simplement du socle, hein, il y a la possibilité d'importer aussi des données. On ne l'a pas montré importer. Hein. En gros, c'est des fichiers Excel que l'on peut apporter. Il y a un format qui est fourni. Donc, si les personnes juste la conformité à mettre à l'intérieur, c'est possible. Sachant que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les entreprises, ils ont plutôt un fichier Excel sur leur conformité, notamment pour toutes celles qui une ou autre. Hein. Ça nous arrive et effectivement, bah, ou alors il n'y a pas que 9 000 hein, si vous êtes dans le milieu de l'automobile, à avoir aussi par rapport aux règles au niveau de la biologie, c'est pareil. C'est en fait dans le fichier. Donc, faut voir la pertinence de le mettre dans ce fichier ou pas. 1901, l'ANSSI a fourni un fichier Excel. Est-ce que c'est un gros intérêt de réimporter dans un RIM? Alors nous, c'est pas, nous, on se pose plus la question. Pour nous, c'est plus d'intérêt en fait. Pour nous, bah, vous avez un fichier Excel qui est proposé par l'ANSSI, gardez-le, parce que de toute façon, on va travailler avec le fichier Excel et après, bon, on le met juste en input à l'intérieur dans l'atelier 1.4 et puis c'est possible à faire. Clairement, en l'utilisant, pas au quotidien, mais en l'utilisant très très régulièrement, en fait, on s'est tous mis d'accord. En gros, on est 3-4 à l'utiliser chez les clients de façon assez régulière, on va dire. Donc, c'est Super. On a eu. Oui, vas-y, poursuis. Fonctionnalité, donc la configuration, on en a parlé de toute façon, effectivement, avec quasiment tout qui est configurable quand même à l'intérieur. Bon, sachant que clairement, on préconise plutôt d'utiliser le standard, mais la configuration est possible. Et les fonctionnalités, donc bah, la fonctionnalité, on en a parlé juste avant, hein. Possibilité de sortir en PDF, en JSON, en ODS, en CSV, en .doc, enfin en docx. Il y a quand même pas mal de sorties qui sont possibles. Et vu là à l'écran, bah, atelier, bah, si vous cochez sur un atelier, il sort. Si vous cochez pas sur l'atelier, il ne sortira pas tout simplement. Et il suffit de supprimer après le petit paragraphe. Sauf que, en gros, ergonomie, fonctionnalité, ce qu'on sait, ce que ne fait pas le produit et qui ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'on a un autre outil et que clairement pour nous, c'est pas dans le cadre de la labellisation. C'est un outil applicatif web, donc ça correspond à plus de demandes, qui permet en fait de gérer les risques d'organisation. Quand on dit les risques, les écarts, dans le cas d'une analyse de risque, bien évidemment, mais tous les risques dedans, c'est exportable dans l'outil qui s'appelle Agrios, où 25 audits qui traînent et vous ne savez pas qui l'affectait. Donc, il y a un outil spécifique collaboratif qui permet de plus gérer le PAX dans le temps, en fait. C'était une des limites. En gros, on s'est posé la question si on allait augmenter l'atelier 5.2, la partie mesures de sécurité et PAX de façon globale, ou est-ce qu'on le mettait dans un outil tierce. Bah pour nous, ça n'avait pas de sens de le laisser dans l'outil parce que bah, tout ça, lorsqu'on va chez les clients, vous allez chez un OIV, on peut avoir des petits OIV. Hein. Bah, lorsqu'on va chez un OIV, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la problématique de l'audit, la problématique de la conformité. On a tout ça, enfin l'arrêté sectoriel. On a tout ça qui peut ça à côté parce que c'est pas géré spécifiquement par l'outil d'analyse de risque, c'est une autre fonction. Donc, on a développé un produit. Et là, c'est une logique de service managé, de plan d'assurance sécurité que vous proposez à vos clients, ou c'est la solution qu'il convient de déployer on-prem ou SaaS
pour vos clients? Alors, personnellement, la vision, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je suis désolé, mais pour moi, mettre des risques dans le SaaS, c'est pour moi une. Enfin, bon, je suis très vieux par rapport à ça. Je considère encore que, ben oui, les vulnérabilités sur une solution SaaS est possible. Je me vois mal m'assurer auprès d'un client, lui garantir son mordicus, que jamais mon site sera piraté. Si, donc j'essaye. Mais nous, on est pas si classe 2. Hein. Je suis pas. Moi, personne. Et derrière, je veux dire, j'offre une solution SaaS. Moi, personnellement, intellectuellement, j'ai un peu de mal. Donc, il y a les solutions qui sont faits. Alors là, par contre, effectivement, ce qui est fait, client, clairement, aujourd'hui, ça s'est installé plutôt chez les clients que l'on suit. Moins derrière, mais clairement, c'est parce qu'on fait de l'accompagnement sécurisé complet. Et on a quelques clients qui le sont on-premise tout seuls, mais ce sont des entités qui sont plutôt matures. Ce sont des entités qui ont déjà 2-3 personnes pour la cyber. Donc, c'est beaucoup. Déjà, les entités qui ont 2-3 personnes pour la cyber, c'est-à-dire que ce sont des DSI qui sont au moins une trentaine, ce qui est quand même pas mal. Donc ça, c'est du SaaS, non. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Par contre, effectivement, en mode on-premise, ça marche, avec globalement des mises qui sont faites. Voilà. Alors, nous, on développe sous PHP Symfony ou Debian. Donc globalement, c'est avec des mises à jour tout le temps, parce qu'effectivement, on assure quand même un MCS de toutes nos solutions, même si elles sont on-premise. Super. On arrive à la fin de notre séance. Ben voilà. J'aimerais inviter le tour de table à faire un petit feedback. Je propose que Alain Bras, s'il nous écoute, nous fasse un peu le feedback de l'exposé aujourd'hui. Alors juste, Oui, j'avais juste un dernier slide. C'est oui, en bien sûr. termes de fonctionnalité, c'est une solution collaborative arrive fin 2022, parce qu'il y a une question qui a été faite, mais web, qui aujourd'hui n'est pas labellisée, puisqu'elle n'est pas finie de développer. Mais par contre, elle est en cours de finalisation. Voilà. C'était le dernier slide. Merci beaucoup, Christophe. Ouais, un petit tour de table rapide. Alain Bras, s'il nous écoute. Ok, Alexis Huliac, Thalès. Aloïs Michaud. Anne-Catherine. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Anne-Catherine. Écoutez, merci pour cette présentation, pour le retour déjà sur la méthode en démarrage, et puis sur la présentation de l'outil. Moi qui suis un peu un outil concurrent, ça m'a permis de voir quand même comment on pouvait envisager de dérouler la méthode autrement. Voilà, donc c'était intéressant. Merci. Merci Anne-Catherine. Pour les personnes qui peuvent encore rester un petit moment, est-ce que Brandon est là? Oui, je suis là, bonjour. Bah oui, un peu pareil que Anne-Catherine. Je suis aussi une solution concurrente. Ça m'a permis de voir comment pouvait être mise en place la méthode à travers d'un autre outil. Donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Brandon. Émilie? Oui, bonjour. Écoutez, j'ai trouvé ça effectivement intéressant d'avoir un retour de consultant. Moi, j'utilise plutôt ça en interne, donc effectivement, le prisme n'est pas tout à fait le même, mais c'est toujours intéressant d'avoir les retours extérieurs et d'autres solutions, effectivement, que celles que j'utilise. Merci. Merci Émilie. Frédéric Maison? Oui, écoutez, merci. C'était j'ai pu croiser comme ça avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je travaille dans le monde bancaire, donc je peux juste préciser qu'effectivement, BAL2 nous guide quand même dans les grilles, comment on dit, les grilles du risque opérationnel. Et de ce fait, on a quand même quelques matrices, et notamment dans le groupe qui n'est autre que la Société Générale, pour le citer. Donc oui, on a effectivement quelques abacs qui nous disent, voilà, sur les gravités, on parlait de montant, voilà, tel montant est sur une échelle de gravité. Je fais attention pour pas divulguer trop de choses, mais voilà, on a par BAL2, on a quand même des grilles de risque opérationnel. Ouais.
Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Frédéric. Hervé Schauer, s'il veut s'exprimer. Bonjour à tous, présents et d'accord. Moi, je reste agnostique aux solutions, donc je ne porte pas de jugement. Okay. Bravo pour la présentation. Merci Hervé. Laurent. C'est un Laurent tout court qui est sur la liste. Il est peut-être parti. Si Nicolas Soares souhaite faire un petit feedback rapide. Nicolas Van Cotter. Oui, bonjour. Étant dans un grand compte, je trouvais que c'était intéressant de voir aussi les approches pour les petits acteurs comme les TPE-PME. Donc, merci pour la présentation. Merci Nicolas. Rachid? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour le rétexte très intéressant au début de l'utilisation de la méthode EBIOS Risk Manager. Et aussi, en fait, j'ai bien aimé votre discours qui pousse vers une étude qui est utile, qui est contextualisée, qui sert à quelque chose, pragmatique, et non seulement cocher des cases dans la méthode ou utiliser des bases de connaissances de manière brute. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez aussi levé quelques problématiques qui nécessitent une réflexion au sein de la communauté. Et aussi, j'ai bien aimé la présentation de l'outil qui est utile et une présentation qui ne se limite pas juste aux fonctionnalités, mais vous avez aussi présenté la philosophie derrière, des fois des éléments techniques derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachid. Raphaël Tanti, s'il est là. Pas de questions et merci pour la présentation. Ayant utilisé un autre outil pendant plusieurs mois, c'était intéressant de voir autre chose. Merci Raphaël. Sébastien Haro? Oui, alors nous, on commence tout juste dans l'analyse de risque, donc pour l'instant, on en est encore à l'Excel, mais c'est intéressant de voir les outils qui pourraient nous faciliter la vie si la démarche s'installe un peu plus chez nous. Notez bien les coordonnées de Sébastien, c'est un client potentiel. Merci beaucoup Sébastien. Et pour terminer, Naval Group, Thierry Mort. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation. Pas de remarques particulières. Par contre, je me demandais, il me semble que les présentations peut-être de retour d'expérience sont autour de l'outillage semblent enregistrées. Et je voulais savoir s'il était possible de les rejouer pour celles qu'on a loupées ou pour revoir plus précisément certains points ultérieurement. Oui, le secrétariat du Club EBIOS les met en ligne dans le forum, dans la section retour d'expérience de l'utilisation de la méthode à l'aide d'outils labellisés. Normalement, c'est en ligne. Je ne suis pas la mise en ligne en particulier, mais je vais regarder où ça en est là. Merci pour lever le point. Ok, super, et merci pour ce panorama d'outils. Merci ouais. Thierry pour le feedback. Et un grand merci à tous pour votre participation. Prochain rendez-vous demain, même heure, même endroit. François, si je me permets. Bien sûr, Rachid. Pardon, juste par rapport à une question qui a été levée lors de la présentation par Mathieu, la question qui est comment sont utilisées les parties prenantes et comment est fait le lien avec les scénarios opérationnels. Je tiens à préciser que j'ai une intervention là, lors de la prochaine réunion courante le 21 et je réponds en particulier à cette question du coup. Raison plus pour y participer. Merci beaucoup, Rachid. Merci à toutes et tous. Prochain rendez-vous demain, même heure, même endroit, et nous aurons le plaisir d'accueillir Citalid. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.